Bonsoir à tous. Bienvenue à la place. Donc on est très heureux d'accueillir Sandrine, Mufasa et tous ces invités ce soir au premier rang. Bienvenue à tous pour cette discussion autour de la house. Et on est très heureux bien sûr d'accueillir toute l'équipe du Théâtre Louis Aragon pour ce lancement, cette collaboration, première collaboration avec le TLA. Et on annonce bientôt des choses, pas mal de choses bientôt ensemble, pas mal de projets. Tenez-vous informés, regardez les réseaux. On va lancer la deuxième édition de nos dispositifs d'accompagnement pour soutenir du mieux qu'on peut la danse, la création, la danse hip-hop, sociale, enfin tous les noms et voilà, toutes les danses qu'on représente ici. Juste un petit mot parce que la semaine du 10 décembre, du 10 au 14 décembre, on fait donc notre festival habituel encore, donc dédié à Sons of Wind. Voilà, un petit coup promo. Et puis je passe simplement la parole à Vincent. Merci beaucoup de l'accueil. Je suis Vincent, je suis secrétaire général au Théâtre Aragon à Tremblay en France. Très heureux aussi d'être avec vous et au nom de l'équipe du TLA. On est très heureux de vous proposer cette soirée avec la compagnie Kilaï et merci vraiment pour l'accueil à la place ce soir et pour cette première pierre de collaboration ensemble. Alors le TLA, c'est une salle conventionnée d'intérêt national à récréation danse. Ça vient jusque-là, Sandrine, ouais. Qui est à Tremblay en France, donc vous prenez la ligne B du RER et quand les rails s'arrêtent, on est à peu près à cet endroit-là, du côté Mitriclé aéroport là-bas. Et depuis 2008, si on peut vous proposer ça ce soir, c'est depuis 2008, il y a un projet qui s'appelle Territoire de la danse là-bas et qui permet à des artistes d'être associés au projet du Théâtre Aragon. Et de nombreux artistes de hip-hop ont été accueillis, donc Sons of Wind on en parlait, ils ont été accueillis au TLA. On a aussi, on pense à Via Catlong, à Maladianor, à Jeanne Gallois, à Méline Aboubetra et à Sandrine Lescourant aussi, qui a été accueillie en 2018 et 2019. Et donc ce sont plus de 35 artistes qui ont été accueillis, 35 compagnies chorégraphiques qu'on a accueillies depuis le début de TD. Sandrine, tu as été accueillie en 2018-2019, tu vas pouvoir nous rejoindre puisque tu es de nouveau avec nous en 2024. Et donc ce soir, on vous présente le deuxième épisode de Each One Teach One, ce talk, une rencontre dont la première a eu lieu à Avignon cet été à la Belle Seine-Saint-Denis. Donc merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer tout de suite. Je vais laisser la parole à Sandrine et on va accueillir les intervenants. Merci aussi parce qu'on peut faire ça dans le cadre du plan hip-hop du département de la Seine-Saint-Denis quand on remercie aussi. Voilà, Sandrine, micro, c'est parti. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oh, merci d'être là, c'est trop bon. C'est un visage que je reconnais. Alors, comme ça a été introduit, Each One Teach One, c'est une série de talks qui va mener à un projet un peu plus large qui s'appellera Hip Hop Guided Tour. En fait, tout simplement, j'avais à cœur, en étant bien ancrée dans la sphère hip-hop pendant très longtemps, et puis en ayant step back aussi à des moments, pour plein de raisons, j'avais à cœur de revenir dans la communauté, de dire aussi que c'est pas parce qu'on fait pas des battles qu'on n'est pas là, parce qu'il y a plein d'autres aspects du coup de la danse hip-hop qui sont tout aussi importants. Et je trouve que l'importance de parler, de partager, d'échanger, c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur que voilà, ce soir vous allez voir du coup des partages, des échanges entre différentes générations, mais avec pour tous les cœurs une envie de mettre au centre la transmission. Et c'est vraiment ce qui m'a fait aller aussi sélectionner les personnalités que vous allez voir ce soir. Sans plus tarder, je vais simplement les introduire en fait. Anaïs, Didier Firmin, Roudia, allez-y, venez. Enrique, Perla. Nice, il manque une personne. Et Isabelle Clarence-Roubabi. Nice. Ok, super. Sandrine, tu prends la dernière place ici. Tu veux une chaise aussi? Non, je vous rejoindrai tout à l'heure. Ça va? Ok. Bon, nice. Bon, là, vu que c'est un peu trop formel pour moi, et qu'on a baissé le son pour pouvoir s'entendre, on va rouler les épaules. Voilà.
Allez-y, hein. Ça mange pas de pain. Voilà. Ah, on va mettre un peu nos corps à dispo. Voilà, super. Et en fait, on va démarrer par un petit jeu. Donc c'est un jeu qui vient en fait d'une sphère qu'on appelle le théâtre forum. Et c'est un petit jeu tout simple. On va annoncer des choses. Et si vous vous reconnaissez dans ces choses, vous vous levez. Ça va pour vous? Ouais? Qui a envie de démarrer? Qui a une idée? Faut juste allumer le micro, un petit bouton dessus. L'idée, c'est toutes celles et ceux, c'est ça, Chambray? Ouais, c'est ça. Quelqu'un a envie de démarrer? Vas-y. Je démarre, après je te passe. Yes. Toutes celles et ceux qui connaissent la house music, mais pas la house dance. Ah ben, faut se lever, hein. Faut assumer, même si t'es seul. C'est ça. Vas-y. Yes, I. Merci. Sweet. Ok, nice. Tous ceux et celles qui vont au club house, levez-vous. En clubhouse. Qui vont au club. Ok. 50-50. Ok, nice. Tous ceux qui sont venus par simple curiosité, qui savent pas trop ce qu'ils font là. Ok, d'accord, non, ok. Plutôt des connaisseurs alors. Vas-y. J'en ai une. Tous ceux et celles qui aiment la danse, au sens pur. Ah, ça fait du bien. Il y en a une qui aime pas la danse, ça va, je l'ai vu. Je t'ai vu. Vas-y, tu préférais boire. J'ai vu. Tous ceux et toutes celles qui veulent pas trop nous entendre parler, mais plus qu'on aille vers le DJ set assez rapidement pour. Tous ceux et toutes celles qui connaissent Kerry Chandler. Non, sa musique. Toutes ceux et celles qui se sentent faire vraiment partie d'une communauté, qui sentent la force de la communauté autour d'eux. Yes. Ok. Il y a des indécis quand même. Sweet, merci. Tous ceux qui prennent des cours de house. Ah, nice. Tous ceux et toutes celles qui connaissent les hot trip house. Wow. Sweet. Tous ceux et celles qui pensent qu'il fait vraiment très très froid aujourd'hui. Qui fait froid. Tous ceux et celles qui connaissent l'origine de la house dance. La danse. Grâce à DJ. Pas de pression. Toutes ceux et celles qui ont un chat. Daphné. Non, parce qu'on a eu des discussions sur les chats incroyables en loge. Il faut qu'on le dise. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Je ne dis rien. Nice. Je t'en prie, Vincent. Peut-être, non, mais tu voulais poser une question particulière. Oui, en fait, tous ceux qui savent que ça veut dire de base ce principe du each one, teach one. Bon, alors vu que c'est pas tout le monde, je vous donne 40 secondes pour discuter avec votre voisin de ce que ça pourrait être. Allez-y. Allez-y, partagez. Même votre perception. Ouais, voilà. Ouais.
Ok, Yes. c'est bon. Ouais. Ok, et est-ce que maintenant que vous avez un petit peu échangé, est-ce que quelqu'un, en levant la main, je vous amène le micro, veut nous dire le fruit de votre échange un petit peu en quelques mots sur ce que c'est Chuan Tichuan? Non, il n'y a pas? Qu'est-ce que vous avez pu échanger avec votre voisin et qu'est-ce que ça vous dit du coup maintenant Chuan Tichuan? Ou même si vous le savez et que vous pouvez le partager? Ouais, Yes. oui, je sentais bien. Ouais, merci. Hein? Est-ce que Manolo, il est là? Ouais. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Très très heureuse de vous voir tous ensemble sur ce plateau. Comme je le disais à Charlotte, qui est à côté de moi, each one teach one, traduction, each one, chacun de nous, est un enseignant quelque part. Et de la transmission, c'est à la fois l'élève et le professeur, quelque part. D'un professeur ou d'un... Appelons ça comme on veut, mettons le mot qu'on veut. Eh bien, on partage avec la personne à qui on transmet des informations un flux d'informations qui, elle aussi, nous transmet. Et c'est de là que vient la transmission, le partage. Et c'est comme ça que fonctionne le hip-hop, je crois. Yes. Voilà. Merci. Sweet. Merci. Est-ce que tu veux prendre une autre Si quelqu'un en Def ou quoi? bien sûr. Pardon. Ah, bah. Bonsoir. Bonsoir. Personnellement, ce que j'ai perçu avec le Each One Teach One, c'est le fait que vu qu'on voit seulement un, on peut aller beaucoup plus profondément dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va échanger. Et ça va vraiment directement au cœur. Et suite. Sandrine, peut-être on peut commencer ce Each One Teach One. Oui, alors plutôt que faire une longue intro, en fait, moi j'avais ce mot qui était là depuis longtemps quand j'étais dans la danse, surtout quand j'ai fait des voyages. Et puis j'entendais, each one teach one, à chaque fois, each one teach one, mais plus qu'un peu comme Niofar, on est ensemble, quoi. Et donc ce que tu m'apportes, voilà, je vais aussi pouvoir le redonner. Moi j'ai l'impression, j'ai cette sensation en tout cas de tout ce que je partage, de le recevoir déjà avant. Et du coup, c'est un peu cette notion-là que j'avais envie de remettre au cœur du sujet. Et puis, en allant creuser, on voit en fait que c'est aussi un terme qui est venu de la culture afro-américaine, aussi de la période de l'esclavage, où du coup, les personnes s'upliftaient les unes les autres, se partageaient du coup les ressources. Et du coup, je trouvais ça fort et beau de choisir ce titre-là. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on se build les uns les autres. Donc, tous les partages ce soir, ils sont vraiment dirigés vers ce principe-là. Trop bien. On va garder au plateau, du coup, Mabiche et Didier. Yes. Oui. Are you ready? Pour commencer. Okay. Et Sandrine, c'est Let's toi go. qui Oui. commence et qui leur pose la première question. C'est Et allez parti. vous asseoir juste en face. Et puis, pour Roudia, pour Perlin, pour Enrique, on vous retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bonjour, Mabiche. Attends, faut qu'on te fasse une petite tasse comme ça. Tu te mets là? Ouais. Alors c'est ça un peu le principe, c'est que vous allez toujours entendre des binômes discuter et qu'on va se passer la parole et la place. Alors, à ma gauche, j'ai Madame Isabelle Clarençon, a.k.a. Mabiche. Alors, avec ce blaze, je sais que tu n'as pas toujours aimé parce qu'il y en a qui ont remixé le blaze. C'est-à-dire que c'était parti de quelque chose d'assez doux, Mabiche. Évidemment, on peut entendre d'autres choses qui sont moins sympathiques. Mais c'est vrai que ce rapport à la biche, c'est marrant, ça m'a questionné parce que je trouve qu'il y a une espèce de douceur qui émane de Isabelle que j'avais envie de mettre à l'honneur là dans ma petite présentation. C'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée parce qu'elle est multitalent. Enfin, elle fait une émission de radio, elle est DJ, elle est danseuse. Je sais même plus par où commencer en fait quand je me suis dit elle est quoi en fait déjà un être humain incroyable parce que du coup j'ai pu un peu cheminer avec elle dans la compagnie de danse que j'ai et je me souviens toujours de ce premier moment qu'on a eu chez mon frère à réfléchir à la musique du spectacle
et où du coup j'ai trouvé quelqu'un d'hyper sensible, d'hyper touchante. Si c'était un piano, elle serait du jazz, et si c'était vraiment, je sais pas, je me suis noté 2-3 choses comme ça. Je me suis dit, mais en fait, elle a une envie et une soif de parler d'amour. C'est pas forcément toujours facile en fait de mettre ça au premier plan dans le quotidien. Et je pense qu'en tout cas, c'est ce qui nous a rapprochés au final. Voilà, Isabelle et Clara en sensible. Aïe, 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 merci Sandrine de s'y toucher. Ouh là là, merci. À ma droite, Didier Firmin, si je dois le présenter. Voilà. Non, on le dit pour blaguer, mais en réalité, j'ai aussi une petite pression à présenter Didier parce que voilà, on se connaît pas énormément, mais de loin déjà, c'est un peu pareil qu'Isa, c'est vraiment la douceur qui me touche en premier chez Didier. Je sais pas si on doit dire que tu es un passeur. Et je me demandais, comment tu vis le fait que les gens disent les anciens? Je le vis bien. Ok, donc c'est un ancien. Qu'on m'appelle ancien, passeur. Voilà, je suis là depuis un certain nombre d'années, donc c'est logique. Après, le mot ancien, c'est un mot qu'on impulse comme ça, mais je pense que c'est dans la communauté hip-hop, c'est faut le porter, ça veut dire qu'on transmet, et on a été témoin de plusieurs époques, donc pour moi c'est valorisant aussi. Yes. J'ai entendu ton interview où tu parlais du coup des différents projets, le projet artisan, le projet atmosphère, toujours des mots très, je sais pas, qui viennent toucher à la liberté en fait, la notion de liberté beaucoup, ça me touche. Et du coup, je t'entendais dire que tu étais avec des générations de danseurs qui ont marqué leur temps. Mais j'ai envie de dire que pour moi, tu marques le temps, mais aussi les cœurs, je trouve. Voilà, je voulais juste le dire comme ça. Donc, je vous laisse échanger. Enjoy. Et puis, je sais qu'il y a plein de choses à dire, donc je ne vais pas lancer trop de questions. Donc, merci Sandrine. Alors, c'est à vous. De quoi on parle alors? Plein de sujets. On s'était dit que déjà on pouvait peut-être tu pouvais commencer par introduire un peu la house culture, house dance, peut-être pour ceux qui connaissent pas. Je crois qu'il y avait certaines personnes. Et on va commencer. Quelques termes, quelques mots. Ouais. Je vais placer des mots, donc du coup liberté, échange, immersion, refuge, expérience, découverte. Voilà, ça c'est des mots qui sont des synonymes à un danseur qui expérimente vraiment cet aspect du club. Et donc voilà, ça j'aimerais commencer par là. Et après les origines, pour décrire d'où ça vient de New York, la danse. Du coup, la terminologie house dance, ça vient de New York. La house music de Chicago, mais un peu New York, si on comprend bien l'histoire. Et donc voilà. Et que dire d'autre que c'est une danse de club, dans un premier temps, qui a été créée par des protagonistes qui viennent de New York, qu'on aime Dance Fusion aussi, et surtout, et qui, eux, ont les deux casquettes, donc la casquette hip-hop, et expérience du club hip-hop et l'expérience aussi du club house. Voilà. Avant eux, il y a eu d'autres personnes. Ils en ont fait une autre danse qu'on apprend aujourd'hui, qu'on a appris pendant beaucoup d'années. Et après ça, que dire d'autre? Qu'est-ce que je peux dire? Je parle de moi? Ouais. Ok. C'est toi en France, voilà, en France, sur la culture, comment ça arrive? Voilà. Par rapport à comment nous on l'a appris, je fais partie des personnes qui ont vraiment qui sont allées chercher ces informations à New York, qui les ont amenées en France, et puis après ça s'est explosé en Europe. Dans un premier temps, on les suivait parce qu'on était des danseurs hip-hop, voilà. Et au bout d'un moment, on a retrouvé une autre liberté avec cette nouvelle musique qu'on connaissait peu, mais après, avec le temps, qu'on a compris les liaisons avec la funk et le disco. Et on s'est donné comme mission d'aller d'en savoir un peu plus. Et du coup, on est parti en 98 prendre ces informations-là. Mais avant ça, on dansait déjà la house, c'est bien de le dire aussi. Et au-delà de ça,
au-delà de ça, ça a été d'un point de vue, dans un premier temps, pas personnel, mais surtout, c'était une histoire de passionné. Passionné par rapport à la musique, par rapport à cette danse, et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'en savoir un peu plus. Après, quand on l'a diffusé, entre guillemets, diffusé en France, on ne s'est jamais dit qu'on le diffusait. On l'a juste vécu avec nos groupes respectifs, et on l'a partagé dans des clubs qui sont plus là aujourd'hui, comme le Queen, voilà. Les soirées de TGV, c'était à Saint-Valgramme, etc., etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et après coup, on nous a donné le nom de voilà, vous êtes les protagonistes en France. Hein, mais bon, tout ça pour dire que c'est encore une histoire de transmission et de passion. C'est ce que je voudrais souligner en fait. Et du coup, ouais, on parle d'une danse de club. Et c'est vrai que on s'était dit aussi ce rapport. Toi, tu définissais le club comme un safe place, en tout cas à l'époque. Est-ce que du coup, tu peux un peu plus, pourquoi vous alliez en club, peut-être vous à cette époque-là, ou les gens aussi à New York, peut-être encore plus avant, et de cette définition du safe place? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on est ici d'une culture hip-hop à l'époque, dans les années 90. Voilà, les soirées terminaient plus ou moins mal, des fois avec des embrouilles quelconques. Ok. Nous, on était là, on vivait le truc. Ok. Cette danse qui nous interpelle, donc du coup, on essaie d'en savoir un peu plus, à savoir où est-ce qu'on peut aller écouter cette musique. Et on se retrouve dans des clubs, comme j'ai dit, le Queen, le Rex, etc., où ouais, ça ne se termine pas de la même manière. On est dans notre bulle, on échange avec d'autres communautés. Okay. On échange parce qu'on nous accepte en tant que tel aussi. Voilà, je ne dis pas qu'on ne nous acceptait pas dans les soirées hip-hop, hein, c'est pas ce que je veux dire, surtout pas parce qu'on était hip-hop. Mais c'est juste que c'est un climat différent, plus peaceful, il faut le dire. Ok. Et que dire d'autre par rapport à ça, c'est encore une fois, hein, on est dans un... Si je retrace vraiment l'époque en termes d'émotion, on ramène quelque chose d'hip-hop dans ces clubs. On est hip-hop, et on le reste encore aujourd'hui. Mais on apporte autre chose dans cette expérience de clubbing hip-hop à travers la house pour pouvoir être encore plus dans ce côté immersif, en fait. Immersif et soi. C'est cette recherche sur soi-même, sur sa culture qui nous a interpellés vraiment dans cette culture house. Voilà. Ce que je peux dire ça comme ça. Yes. Parce que c'est vrai que ce qu'on disait, c'est que moi, c'est vrai que le club, comme ça, de prime abord, je le définirais pas tout de suite comme un safe place, parce que c'est aussi un endroit en tant que femme, en tant que femme et pas que, où tu peux te faire agresser ou voilà. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant de se dire que toi, en tout cas, et pas mal de gens, peut-être tu le vivais aussi dans un espace d'expression, ouais, c'est ça, où vraiment tu pouvais être toi à ce moment-là, et c'est en ce sens-là que tu le voyais comme un safe place. Et comment moi je l'ai vécu, parce que c'est vrai que dans un premier temps, aller dans les soirées du coup au Queen, communauté LGBT, gay, yes. On arrive avec des baggy, casquettes, voilà, ok, on nous dit ouais, c'est les breakers, alors que nous on savait ce qu'on faisait, on n'était pas que des breakers. Et ça nous a confrontés à une autre communauté, et on a compris les codes. Et on a compris qu'on était la même communauté pendant ce moment d'expérience de club. Et ça, c'est super important. Et ça a ouvert les choses aussi, des portes de maturité aussi. Et du coup, ça a pris sens. Nous, on vivait. Maintenant, la culture, dire aujourd'hui que... je peux comprendre qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, c'est pas tellement safe place, le club. Mais ça a été conçu dans un premier temps, si on va dans l'histoire, si on va dans vraiment la naissance du club même à New York. Et libre expression. Libre expression et acceptation de tous. Voilà, on est vraiment dans ce truc-là. Et de refuge, d'être soi-même et s'accepter. Tout avec un grand mot, bien sûr, le respect. Et donc, ça a été créé dans un premier temps pour que ça soit safe. Et après, le temps a fait que ça
que ça a bougé. Et je pense que c'est les époques, c'est comment ça se diffuse, comment, voilà. Mais si on voudrait dire, moi, à chaque fois qu'on me dit, oui, aujourd'hui, le club, c'est pas tellement safe place et tout, non, je fais OK. Mais en fait, la vraie safe place en tant que danseur, c'est le club. Ça a été conçu pour ça, normalement. Après, ça a changé, parce que les époques changent, tout simplement. Est-ce que tu trouves que on n'est pas de la même génération, mais on est allé beaucoup en club ensemble et je pense qu'on s'est beaucoup aussi rencontrés par le club. Et moi, j'avais un peu un constat de l'évolution aussi du club et aussi des danseurs. Est-ce que maintenant, comment ça évolue en fait les danseurs, les house dancers? Est-ce qu'ils vont toujours en club? Est-ce qu'il y a toujours cette culture d'aller en club, parce que ça a forcément évolué. Et est-ce que ça change l'essence aussi de la house dance si on va pas en club? Oh, tu as de questions. Il y a plein de questions. On va en parler. Tu auras ton avis aussi. Okay. Oui. Mon avis, moi, ayant vécu ce truc-là, ce temps, cette progression avec cette culture, dans un premier temps, nous, on l'a vécu avant les battles. Donc, c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, immersion totale. Les battles arrivent, donc les gens veulent vraiment plus se projeter dans les battles et autres. Après, les battles deviennent vraiment le point phare où tout le monde peut apporter sa gloire et tout ça parce qu'il a gagné, etc. Ok, donc l'énergie qu'on retrouve dans les clubs n'est plus la même. Elle est vraiment dans la performance. Beaucoup plus dans la performance que dans le vécu, de vivre l'expérience. Donc, il y a plusieurs temps. Il y a un temps où les personnes ayant vécu cette expérience avant interpellent. Donc, je vais dire une époque, si on peut classer dans des années, je ne vais pas les dire, c'est pas tellement intéressant, mais où il y a eu des acteurs comme moi, avec mes soirées atmosphère, comme Dance Culture aussi, à cette époque-là aussi. Mais je ne pense pas qu'il l'ait fait dans ce sens-là. Lui, il a fait ça plus dans la musique. Mais moi, dans un premier temps, Atmosphère, c'était par rapport à un projet où je voulais vraiment réunir tout le monde autour de la danse et de cette expérience, c'est sûr, mais surtout interpeller les gens parce que je sentais qu'on était beaucoup dans ce côté un peu trop de performance dans le club, alors qu'il fallait le club à cette notion de lâcher prise en fait. Et donc voilà, ça a été mes motivations premières. Et après ça, bien sûr, ce qu'on a pu voir, c'est ce côté performance et tout, mais c'est surtout, à un moment donné, le mot est passé, parce que les acteurs comme moi et d'autres, dans différents crews et autres, ont dit que c'est vraiment une essence vraiment primordiale d'aller expérimenter et de se laisser aller vraiment dans le club et qu'on n'est pas dans ce climat. Et après, bien sûr, ça a changé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a encore, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y en a encore, est-ce qu'il y a un besoin? Bien sûr, il y aura toujours un besoin. Mais pour moi, honnêtement, et j'ai envie d'être optimiste, le mot est passé. Le mot est passé. Maintenant, il y a encore il y a différents danseurs, des danseurs qui ne veulent pas expérimenter ce genre d'expérience et qui se disent que la scène des battles, ça me suffit. Et donc, ils ne sont pas tellement à la recherche de l'histoire et autres, et du vécu. Voilà. Après, mais ça a bougé un peu, quand même beaucoup même. Ton point de vue? Mon point de vue. Moi, je trouve qu'on n'a jamais... Enfin, moi, j'ai quand même évolué 15 ans à peu près à Paris. Et il y a quelques clubs où on allait vraiment tout le temps. Et on n'était déjà pas énormément de danseurs, je trouve, quand même, aller en club. Et on sent aussi que c'est des gens... Moi, j'étais surtout passionnée de musique et je pense que j'allais aussi en club parce que je voulais écouter des DJ. Et je pense ce besoin de communion et d'élévation ensemble et de me dire j'ai besoin d'aller dans cette transe, dans quelque chose vraiment que je peux pas avoir dans mon quotidien en fait et que je peux pas avoir dans une salle de danse et en battle. C'est quelque chose de vraiment différent et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut pour un peu toucher l'essence quand même du club et de la house dance. Si on passe un peu à côté de ça, moi je trouve qu'on passe vraiment à côté un peu de l'essence de la house dance et je trouve,
c'est vrai qu'il y a un constat où je pense que du coup, j'ai l'impression que les gens pratiquent pas forcément la même house que moi. Si tu vas pas en club et que tu pratiques la house, en vrai, c'est très bien. Enfin, il n'y a même pas de jugement. Chacun fait comme il le ressent. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression de perdre quelque chose si on n'a pas cette pratique-là aussi du club. Et voilà, et même en vieillissant, c'est quelque chose que j'arrive pas à enlever. Enfin, pas plus tard que lundi, je suis allée voir Théo Paris, j'ai dansé 6 heures parce qu'il a joué, et parce que même lui joue 7 heures, et je me dis, mais ouais, voilà, il joue pour nous, pour les danseurs aussi, et pour qu'on vive une expérience tous ensemble, quoi. Et je trouve que c'est hyper important en tout cas d'en prendre conscience et d'essayer de toujours de rester à ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion parce qu'on est tous les deux aussi organisateurs de soirées. Et il y a quand même une problématique aussi auquel nous, on a dû faire face. Et je pense que ça résonne aussi avec le fait qu'il y a beaucoup de danseurs, des fois, qui vont pas en club parce que justement, c'est pas forcément un safe place. Il y a des gens qui boivent, c'est chiant. Les gens qui prennent de la place parce qu'ils sont bourrés. Voilà. Et que du coup, il y a beaucoup aussi de danseurs qui ont créé des soirées pour les danseurs. Je pense à toi pour l'atmosphère, je pense à la Soulful Sunday, la dance culture, la Tapwater Jam. Mais on est confronté aussi, et je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte à une réalité de les directeurs de clubs. Nous, on n'arrivait pas à faire nos soirées parce que moi j'appelais la soirée Tapwater Jam, tout est dans le titre, c'est parce que les gens boivent de l'eau, les danseurs boivent de l'eau, et que la vraie problématique, c'est que c'est hyper dur aussi de créer des espaces pour les danseurs parce que on nous refuse en fait ces espaces-là parce que les danseurs, ça prend la place, ça boit de l'eau, et c'est une vraie problématique. Enfin, en tout cas, je sais pas toi comment tu l'as perçu avec Atmosphère, parce que tu as fait ça pendant longtemps aussi. Oui, longtemps, ouais. Et moi, je l'ai perçu dans un premier temps. Bien sûr, j'étais confronté à ça. Après, le truc, c'est que oui, on est confronté à des organisateurs qui sont pas dans la culture de la danse, faut le dire. Ok. Et on amène un projet comme ça. Ils l'entendent, mais ils disent maintenant, il faut faire du chiffre. Parce que c'est des organisateurs, des clubs qui sont dans le privé, non pas public. Donc, il n'y a pas de subvention. Donc, il faut comprendre ça. Donc, quand tu arrives, tu es promoteur, tu as une casquette de promoteur et non de danseur. Il faut le comprendre. Et donc, il doit avoir de l'argent qui rentre quelque part. Si tu veux que le projet, si tu veux avoir une deuxième soirée ou une troisième soirée, ça, il faut le comprendre. Donc, du coup, moi, en tant qu'organisateur, je joue de ça. Et je me dis que, bien sûr, ils ne comprennent pas le projet. Après, quand ils voient spécifiquement la communauté, comment elle est solidaire, comment l'esprit qu'il y a autour de tout ça, ils sont agréablement surpris. Vraiment, vraiment. Donc, il y en a certains, et c'est pour ça qu'on continue avec certains et pas avec d'autres, et qui jouent la carte, ok, on y va, let's go. On aura peut-être moins d'argent, mais voilà, ça va continuer à vivre. Ok. Mais aussi, de l'autre côté, il y a aussi une éducation aussi à comprendre aussi auprès des danseurs, de comprendre ce genre de projet quand on y va, de participer, de ne pas essayer bien sûr, de vouloir rentrer toujours gratuitement, et aussi de faire vivre le projet. Et faire vivre le projet, c'est se dire, je vais prendre une conso pour faire vivre le projet. Et il faut comprendre les codes. Voilà. Et c'est une éducation aussi, dans ce sens-là. Et donc, ça va dans des deux sens pour moi. Et donc, voilà, moi, j'ai continué mes soirées dans ce sens-là. Après, si je pars de la Java, là, c'est il y a longtemps, c'est donc là, 2005-2006 peut-être. Donc voilà, l'organisateur lui comprenait, et ce qu'il avait vraiment touché, c'était l'aspect artistique, de mettre des performances, de voir des danseurs vraiment s'exprimer, consommer au minima, comme on l'a dit. Et donc il disait, ok, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'il faut se rapprocher de ce genre d'organisateurs. Et les organisateurs qui veulent que du fric, il faut fermer la porte et aller voir ailleurs, parce qu'il y en a d'autres. Voilà. Mais bien sûr, comprenez-vous en tant que danseur que quand on va dans une soirée organisée par des danseurs, et pour rechercher ce genre de vibe, il faut jouer le jeu. C'est bien la communauté. Merci beaucoup.
On continue. Alors j'aurai un rôle très particulier ce soir, c'est peut-être de jouer le maître des horloges aussi. Yes. On continue et Pas c'est moi qui deviens la modératrice. C'est toi qui deviens modératrice. Nice. Et on va appeler. Qui c'est qui nous rejoint, Isabelle? C'est Roudia. Oui, on peut applaudir Roudia. Du coup, je vais faire une présentation émotion comme a fait Sandrine. Il y a off le bien sûr. Donc, Roudia à ma droite, qui vient d'arriver. Comment je vais te présenter Roudia? On se connaît depuis longtemps. C'est une amie, danseuse, chorégraphe. Je pense que c'est une personne que je pourrais définir avec un mot, c'est solaire, lumineuse. C'est un petit soleil qui est du coup franco-sénégalaise, basée entre Dakar et Paris aussi, mais surtout à Dakar, mais un peu à Paris aussi. Et c'est assez marrant pour la petite anecdote. Nous, on s'est rencontrés en club. La première fois qu'on s'est rencontrés à New York. Et du coup, ça fait vraiment sens qu'on soit là ensemble et parler de club et de house, alors que voilà, on s'est rencontrés il y a, je sais plus, 15 ans, 20 ans, à New York. Et voilà, en tout cas, c'est une personne aussi, comment dire, une taffeuse qui fait tout, qui est aussi qui a une compagnie, la compagnie Oro, non c'est ça, c'est Roar avec le projet Oro, et voilà, qui fait plein de super belles choses en travail chorégraphique, en battle, en soirée, voilà, c'est vraiment un soleil, voilà. Et puis Didier, bah vous connaissez. Mais juste pour finir je suis dans mes petites anecdotes personnelles. C'est grâce à cette personne aussi que je suis devenue DJ. Il m'a donné mes premières mixtapes CD gravés. On parle de CD gravés quand même à l'époque. Et voilà, et en tout cas, voilà, ça fait vraiment partie pour moi des grosses références en musique et en danse et qui m'a énormément transmis pour devenir DJ danseuse. Voilà, c'était la séquence émotion. Du coup, je vous lance une petite discussion et après vous vous débrouillez, c'est ça? On avait discuté ensemble de comment on préserve la transmission dans la culture house et comment on conserve l'héritage de la culture house. Vous avez 20 minutes. Allez, ciao. Alors, comment? Je veux dire, t'as une idée? Comment, pourquoi, je sais pas. Je disais voilà à Didier et aux autres autour de moi que c'est une question qui m'interpelle beaucoup en ce moment, parce qu'avec le temps et le recul, je crois que je commence à comprendre plus la culture, et je sais que la culture passe par des personnes. Elle passe par le fait d'être ensemble, de vivre des moments ensemble, de se retrouver dans ces endroits qu'on a cités, dans le club, dans la session. Et je me dis, j'ai beaucoup reçu dans mon apprentissage de la house, de différentes générations de danseurs. Et aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Et demain aussi, comment est-ce que je peux être sûre qu'ils sont là, qu'ils sont nourris, qu'ils vont bien, qu'ils continuent de partager ce qu'ils ont partagé aussi avec moi. Donc c'est une vraie question qui me tourne dans la tête depuis quelque temps, sachant aussi que on a une vraie histoire de la house dance avec les États-Unis. On en parlait aussi que c'est un autre système, une autre façon de vivre de la danse et aussi de vieillir dans la danse. Et moi, ça m'a beaucoup posé question parce que les personnes qui m'ont transmis, certaines sont parties, d'autres sont encore là, mais c'est avec elles toute une culture qui m'a touchée, et comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, comment est-ce qu'on la sauve dans les endroits du club qui maintenant aussi ont plus de mal à New York, par exemple, à continuer d'exister, à Paris. Donc, c'est une question ouverte. En fait, on n'a rien à partager aujourd'hui, juste à échanger ça avec vous. Mais voilà, moi, ça
ça me tracasse même presque aujourd'hui. Je suis tout à fait d'avis avec toi par rapport à cette question qui est importante. Moi, si je dois répondre par rapport à ce que j'ai fait et ces consciences-là, je l'ai fait parce que voilà, j'ai une éducation et j'ai pas pensé dans un premier temps à ce que tu dis, à ce questionnement, à savoir comment je pouvais leur rendre hommage d'une certaine manière. Mais je l'ai fait parce que quand on me transmet quelque chose, et ben, tu remets comme ça. Tu remets. C'est un truc, c'est un aller-retour. Et d'une façon consciente, il fallait que je le fasse. Alors, est-ce que je l'ai fait comme tu le dis? Je pense d'une certaine manière, mais à ma manière. Voilà. Donc, je sais que dans les projets que j'ai faits, j'ai toujours voulu mettre en lumière les personnes qui m'ont inspiré et la culture, en tout cas, d'où ça venait, mettre un point fort et pas que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, je l'ai fait humblement avec mon projet Atmosphère. Encore une fois, je reviens dessus, mais ouais, parce que mais quand je prends du recul et quand j'entends ta question, oui, j'ai invité Junior Almeida, j'ai invité sur tous les secteurs, hein, Julie de Savy, j'ai invité Asha Thomas, j'ai invité Walid, j'ai invité, là je parlais français, après je jouais les Américains, Brian, Khalif, Shannon, Kim Holmes. Voilà, à chaque fois j'en profitais pour les prendre et pour dire, hey, allez, faites, transmettez. Et parce que c'est des personnalités. Voilà, c'est des personnalités et que on doit les voir et qu'on doit continuer à les voir et s'enrichir. Voilà. Et donc voilà. En gros, moi, je sais que de mon côté, j'ai fait ce truc-là. Ça ne veut pas dire que on peut plus le faire. Mais la question que tu poses aujourd'hui, que toutes ces personnes soient sereines, enfin, d'une façon sereine, puissent vivre tous les jours de leur art, il y a beaucoup de contextes différents. Les États-Unis, c'est différent. Moi, en tout cas, pendant le moment du Covid, j'ai fait partie de personnes qui ont fait une cagnotte sur Instagram, voilà, ouvert à tous, pour pouvoir récolter de l'argent pour toutes ces personnes, ce qu'on dit les OG. Donc, on n'est plus dans les anciens. Il y a encore un autre truc, il y a les OG. Et donc voilà, et que parce qu'il y avait cette question-là, c'est la question que tu poses aujourd'hui, comment ces personnes-là peuvent vivre aujourd'hui avec l'aspect du Covid, il n'y a pas d'argent qui rentre, voilà. Et donc ça a marché, on a eu une certaine cagnotte, on aurait pu avoir plus. Voilà, l'action se fait de cette manière-là aussi. Voilà. Moi, à mon niveau aujourd'hui, ce que j'essaye aussi de partager de différentes façons, c'est vraiment l'aspect de l'expérience, parce qu'on en a parlé. Et pour moi, en house, il y a vraiment cette dimension de, bien sûr, rentrer dans les steps, mais vraiment l'expérience de la liberté totale, baignée par la musique, en connexion avec les autres, en connexion avec un DJ. Et je pense que ça connecte à ce que tu dis, dans le sens où ces personnes-là dont on parle, ces anciens, ces OG, c'est vraiment des personnes qui ont vécu l'histoire de ces clubs, l'histoire de ces temples, en fait, l'histoire de ces lieux mythiques où les gens se réunissent, parce qu'après une semaine de folie et de souffrance, on va dans ces endroits pour relâcher, pour expirer, pour se retrouver. Et ce que j'ai beaucoup senti dans les anciens, c'est qu'ils partageaient des mouvements, mais ils partageaient des intentions autour des mouvements, et juste ils partageaient une histoire, l'histoire de ces lieux, l'histoire de l'émergence de la musique, les rivalités ou les amitiés entre eux qui faisaient qu'ils s'étaient retrouvés à un tel moment de l'histoire. Et ça, je trouve aussi tellement fort par rapport au hip-hop, c'est nos liens les uns avec les autres et les histoires de notre communauté. Et c'est comme ça qu'on se sait et qu'on se sent, parce qu'on connaît un tel qui a traversé tel ou tel événement, étape de sa vie. Et ouais, je pense aujourd'hui que c'est aussi très important de les avoir avec nous et de conserver leurs paroles, leur expérience autant que possible.
Mais ce qui était intéressant quand on en a parlé aussi un peu, c'est ce que tu disais du fait que voilà, on est des transmetteurs, on est des ambassadeurs. Et ça, pour moi, c'est même Marjorie Smart, pendant une de mes dernières soirées à New York, où voilà, la lumière se rallume à 5 heures du matin. Pour vraiment vous imaginer, voilà, on voit que des corps partout, au sol, en train de se libérer, en train de dégager quelque chose. Et voilà, elle m'a pris par la main et m'a dit, voilà, tu seras l'ambassadeur, tu quittes New York, mais on te confie aussi quelque chose qui est précieux pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça m'interroge de respecter ce qu'on m'a donné et de le repartager avec les valeurs qui l'ont accompagné. Donc, on parlait de prise de conscience aussi, de faire les choses avec le sens de ces valeurs-là et les valeurs de la house. On peut en parler aussi, mais pour moi, la liberté, c'est au cœur de la house dance. Je suis d'accord avec ça. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que toi, au Sénégal aussi, parce que tu vis aussi beaucoup à Dakar, comment tu transmets aussi la culture? Est-ce qu'il y a aussi... je connais pas très bien Dakar, mais cette culture du club, est-ce qu'elle est là? Comment tu peux transmettre la house, toi, aussi à Dakar? C'est une vraie question. On en parlait aussi avec Parla parce qu'on est aussi voilà, dans des pays où l'expérience du club, elle est très new-yorkaise, peut-être aussi parisienne, japonaise, mais c'est très différent. Moi, ce que je ressens quand je suis au Sénégal, c'est plus les vibrations des endroits où on s'entraîne, où on sessionne. Quand on arrive dans nos centres d'entraînement, à côté, tu as les danseurs traditionnels avec leurs percussions qui travaillent, tu tournes la tête et tu es baigné de beaucoup de choses différentes. Et là, je ressens ces vibrations-là. Mais je peux pas dire qu'il y a une culture du club comme la new-yorkaise. Pour moi, c'est vraiment spécifique et c'est aussi pour ça qu'on allait à la recherche du temple sacré dans New York, à aller chercher les danseurs dans des lieux au fin fond de Brooklyn et tout. Donc, je crois qu'il y a cette histoire-là, elle est très propre à la culture américaine et new-yorkaise. Après, pour moi, c'est beau de voir, par exemple, au Sénégal, là, que la house, en termes de style de danse, il y a une très, très forte connexion avec plusieurs danses africaines et donc ça résonne. Quand on se tombe, quand on jack, quand on tape des pieds au sol ou qu'on... Ok, ça nous parle parce que ça revient à des héritages qui sont ancestraux, en fait. C'est de plus loin que nous. Ces steps, pourquoi on les fait aussi. Et ça, j'aurais bien aimé aussi même rebondir avec Didier là-dessus parce que j'ai rencontré aussi un chorégraphe de Gwoka. Et je voulais savoir aussi, par exemple, comment toi, tu sens ta connexion avec tes origines au sein de cette danse. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Parce que je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit aussi avant, dans le sens où la première fois que j'ai vu cette danse, du coup, la house dance, j'ai vu plein de danseurs, voilà, qu'on connaît, Dance Fusion, et je vois Marjorie. Et là, je me dis, mais il y a des danses là-dedans là, que je connais et qui viennent de chez moi. Et là, je me suis interpellé, je fais, mais c'est bizarre. Et je pensais vraiment aux danseurs de Roca, parce que je viens de la Guadeloupe. Et donc voilà, et là, ça m'a interpellé parce que mes parents dansent comme ça. Et je dis, mais ça ressemble copieusement à ça. Je fais, ok, la fois où je pars là-bas, je parle avec elle, avec mon anglais des années 90. Ok. Mais bon, on se faisait comprendre quand même. Elle me fait, tranquille, parle-moi en créole. Je fais, tu viens d'où? Je suis haïtienne. Et là, j'ai compris, ça a fait sens. Et après, en approfondissant vraiment à savoir qu'est-ce qu'on pouvait donner, qu'est-ce qui était vraiment la house dance, en parlant avec les acteurs de cette époque, les Dance Fusion, ils m'ont dit, en fait, tu amènes qui tu es, tes origines. C'est une danse voilà, qui interpelle à ce niveau-là, les ancêtres. Voilà. Et là, j'ai fait, ok, là, ça me parle. Et j'ai filé dedans. Voilà. Est-ce qu'on invite Perla maintenant ou pas? Parce qu'on en a parlé il y a un instant. Merci beaucoup. Merci. Didier, c'est toi qui continue, c'est toi qui prends le micro. Merci beaucoup. On peut applaudir ma biche qui revient tout à l'heure derrière les platines. Merci ma biche. Est-ce qu'on finira en...
en DJ set. C'est Monsieur Grand. Je suis pas encore à la question, mais bon. Présentation. Perla. Qu'est-ce que je veux dire? Waouh. Alors, Perla, danseuse que j'ai découvert à travers les battles avec une énergie, waouh. On peut rien dire, rien à dire. Efficace et tout. Grande danseuse qui porte le nom de Perla Son. Donc, ça veut dire qu'elle fait partie d'un groupe qui s'appelle les Wanted. J'ai découvert après, plus tard, qu'elle n'est pas seulement danseuse, mais chanteuse aussi, qu'elle chante. La démonstration peut-être, je sais pas, non. On n'est pas là pour ça. Là, aujourd'hui, on parle. C'est tranquille. OK. Et que dire d'autre? J'ai découvert que Perla avait beaucoup de choses à dire, en fait, dans sa danse, la première fois que je l'ai vue. C'est ce que j'ai découvert. Et qu'elle n'a pas encore fini de dire, à travers ces autres cordes qu'elle a, comme le chant, les autres danses. J'ai vu aussi un autre aspect d'elle, que j'adore aussi. Et que dire d'autre? Elle nous vient aussi d'Amérique latine, si je ne me trompe pas. Et donc voilà. Et je tends à vouloir la connaître encore plus. Voilà. Merci. Alors. Première question. Alors, c'est une question pour vous deux. L'aspect. Alors, quel est l'aspect des traditions dans votre danse? L'aspect de vos traditions. Je parle des traditions parce que Roudia est aussi originaire du Sénégal, comme elle l'a dit tout à l'heure. Et comment vous amenez du coup vos autres traditions? Du coup, on jump par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est marrant. Et quel est l'aspect des traditions pour toi dans ta danse? Comment t'impulses ça? Et pourquoi? Et voilà. On va commencer par là. Je pense que c'est vraiment connecté à ce qu'on s'est dit aussi. La house, c'est pour moi un endroit où tout le monde peut venir avec ce qu'il a, avec son histoire, dans cette question de liberté. Donc la liberté, ça amène l'identité. Et rapidement, quand j'ai vu la house qui m'a attrapée, c'est que je sentais que ça vibrait avec les danses que je connaissais de mon enfance. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de très dans la musique, dans la répétition, dans ce qui est percussif. Quelque chose qui me rappelle beaucoup le sabar, les danses guinéennes aussi, dans la musique. Et puis bien sûr beaucoup de percussions, de rythme afro. Donc naturellement, je pense que c'est assez naturel et organique. De tout le monde. Du coup, moi, ma maman, elle est paraguayenne et elle est musicienne, chanteuse. Depuis que je suis bébé, donc quand j'étais dans son ventre, son travail, c'était de jouer de la musique. Elle me disait que contrairement à ma sœur et mon frère, je mettais pas mal de coups de pied dans son ventre. Et elle m'a dit peut-être c'est là que tu as commencé à hausser sans le savoir. Elle en a des cicatrices, du coup, la pauvre. Donc déjà, grand respect à toutes les mamans dans la salle, s'il y en a. Ensuite, je pense que ce qui m'a le plus parlé dans la house, c'est juste que je reconnaissais une rythmique qui était très énergique. Et c'est ce que ma mère, en fait, jouait beaucoup avec sa guitare. Et je sais pas, j'ai eu l'impression que j'ai toujours une appartenance à cette culture sans même y avoir... Enfin, j'étais même pas encore née, en fait, au final. Donc c'était puissant d'avoir cette sensation d'appartenance à un groupe, à une communauté, alors que j'y connaissais rien du tout. Et j'habitais dans une ville en Suisse, donc à Genève, où les personnes qui étaient au-dessus de ma génération s'entraînaient un peu séparément ou ne partageaient pas forcément de la même manière qu'ils partagent aujourd'hui, parce que je pense que c'était aussi un peu nouveau pour eux au final. Et donc moi, j'ai dû aller chercher les informations par moi-même. Et je pense que ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'à chaque fois que je voyageais des gens un peu comme moi qui se sentaient chez eux que dans la danse, en fait, finalement. Et d'avoir cette communauté où on se sent accepté,
Je trouvais ça hyper puissant. Moi qui, à la base, j'étais très timide, j'ai commencé à devenir tout l'inverse. Et puis, je me suis beaucoup battue dans ma danse parce que mes parents se sont battus pour pouvoir vivre en Suisse, tout simplement, des immigrés pauvres. Les deux, du coup, galère. On a beaucoup déménagé et mes parents se sont sacrifiés pour que je puisse vivre de ma passion aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'à l'entraînement, je m'entraîne comme une guerrière parce que je me dis, je peux pas me permettre de pas être à la hauteur de ce que eux ils m'ont transmis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est puissant, voilà. Pour moi, c'est ça la house. C'est ma famille. Et quand je dis ma famille, c'est la famille que j'ai choisie. Ça va être des gens qui sont ici aujourd'hui, comme ceux qui m'attendent à la maison. All right. C'est deep. Ok. Deuxième question. Est-ce que vous pouvez me décrire, en fait, par rapport à vos expériences, les danses de club, mais vécues, par exemple, pour toi au Sénégal, avoir une vision, et toi, par rapport aussi à ton pays. Ok? Juste un aspect à savoir et les comparer avec l'aspect dit club house, clubbing house ou hip-hop. Alors, est-ce que tu peux me décrire l'aspect du clubbing au Sénégal, toi de même au Paraguay, ok, et d'une façon claire à savoir et essayer de comparer les deux, parce que je sais qu'il y a des choses qui se font plus et d'une certaine manière dans d'autres communautés, ok, et si on parle de liberté, si on parle d'échange, voilà, j'aimerais avoir un peu plus vos expériences. Je trouve qu'au Sénégal, on a, en tout cas dans la communauté hip-hop, on danse beaucoup tout. On a moins peut-être de barrières entre les différents styles. On y va, on se jette. Il y a un son hip-hop qui vient, on y va. Il y a un son dancehall, club, house, on y va. Et du coup, dans les soirées un peu... nous, on avait notre soirée Electrafrique à Dakar qui amenait beaucoup la musique électronique, tu vois, et tout au Sénégal. Quand on se retrouve à danser, tout le monde rentre dans le cercle. D'un côté, tu as les danseurs de Sabar qui, tout d'un coup, rentrent dans le cercle et te lancent les jambes et les bras partout. Et puis ensuite... Donc, c'est pas très séparé. Tout le monde rentre avec ce qu'il a. Et peut-être en ça, tu vois, je vois la connexion avec le club. Tu viens avec ce que tu as et au-delà de la catégorie précise du vocabulaire des steps, tu rentres pour apporter ton énergie dans ce qui est en train de se passer dans le cypher. Donc, je dirais ça. Moi, au Paraguay, ce qui me fait rire, c'est que tout est une bonne raison de faire la fête, en fait. Donc, en plus, les Paraguayens, ils aiment bien boire de la bière, donc ils sont toujours un peu high comme ça et tout. Mais moi, ce qui m'a touchée au Paraguay, c'est que la communauté clubbing, je l'ai pas trop vue, parce que à chaque fois que j'y suis allée, les danseurs attendaient juste une chose, c'est que je puisse leur partager des steps, que de la technique. Parce qu'en fait, pour eux, l'aspect club, ils en ont pas besoin, ils en ont tout le temps, en fait. J'ai pas besoin de leur transmettre ça. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était des informations. Parce que le Paraguay, c'est un des pays les plus pauvres en Sud-Amérique. Et l'information, elle va pas jusqu'à là-bas, souvent. On est à côté du Brésil, où là, il y a beaucoup de transmission. Mais quand je suis allée là-bas, je passais mes journées à les entraîner, au final. Et c'est pas des salles comme chez nous, c'est pas des salles avec 4 murs et un plafond. Je sais même pas comment ça tient, mais c'est genre, il y a 3 murs, et là, il y a la jungle, genre. Genre, c'est la forêt, et en fait, ils posent même leur sono, ils la laissent là et personne ne vient voler. Et en fait, c'est ça leur salle de danse. La plupart des salles où je suis allée, alors pas toutes, heureusement, mais c'est incroyable, enfin, c'est trop puissant. Après, moi, si je peux parler du club, je dirais plus le club suisse, parce que moi, j'ai grandi en Suisse. Et on va pas être hypocrite. Tous les Suisses qui disent que le clubbing en Suisse, c'est incroyable, c'est faux. Merci. Parce que malheureusement, quand on fait de la house et qu'on fait des battles, des fois... il faut dire qu'on est clubbing parce qu'on a envie de plaire aux autres. Mais s'il n'y a pas de club chez nous, comment on fait? Donc évidemment, on va à la recherche d'eux. Ça veut dire qu'on habite à 3 heures de Paris, donc on va au June. Et d'autres clubs. On va aux États-Unis, on va aussi aller dans les clubs. Mais on ne peut pas vivre une vraie vie de clubbeur
en Suisse. Donc oui, il y a des events, etc. Mais ce qui est frustrant pour nous, c'est qu'on nous dit, mais en fait, il faut vous épanouir en club, mais on peut pas. Et si tu devais comparer en fait l'aspect du clubbing paraguay avec la culture et la comparer avec ce que tu vis ici à New York ou à Paris, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire? En fait, moi, j'ai toujours trouvé que l'Amérique est très connectée, que ce soit le sud-nord. Pour moi, ou l'Afrique. On est connecté. En Europe, pour moi, c'est très différent. Parce que c'est peut-être pas la même façon de vivre au quotidien non plus, vous voyez. Mais moi, ce que j'ai senti au Paraguay, c'est que c'était au Mexique, quand j'y vais souvent. J'ai trouvé ça. J'ai l'impression d'être aux States, quoi. J'ai pas eu l'impression d'être dépaysagée. Par contre, en Suisse, je suis totalement dépaysagée. Ils font un dress code. Les sons house, ils sont pas dingues. Il y a pas de danseurs. Tu commences à danser, on te regarde mal. Alors pas tout le temps, mais c'est un peu ça, quoi. Donc c'est difficile c'est difficile, voilà. Je préfère le dire, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Suisses qui admettent, mais il faut l'admettre. Et moi, je vais pas faire semblant d'avoir quelque chose que je n'ai pas. Je veux pas être hypocrite, en fait. Je préfère le dire. Moi, la house, je l'ai vécu à travers les salles, les entraînements, comme tu disais, l'échange avec les autres, les events, et moins aller chercher des clubs. Mais c'est frustrant. Ouais, je peux comprendre. Et du coup, en Suisse, c'est compliqué d'avoir une communauté de house dancers, de clubbers, et au Sénégal aussi. Alors, je pense au Sénégal, c'est lié à autre chose de plus général qui fait que dans la danse hip-hop, il n'y a pas forcément encore beaucoup d'opportunités, etc. Donc, il y a beaucoup de danseurs qui, après un certain temps, partent, arrêtent, changent ou qui n'arrivent pas à en vivre. Et ça aussi, c'est une grosse différence de pouvoir vivre de sa passion, vivre de la danse dans certains endroits ou de devoir, au bout d'un moment, s'arrêter. Ou alors de le garder au stade d'une petite passion sur le côté en sortant du quotidien. Mais en ce moment, il y a vraiment, c'est hyper dynamique, il y a des sessions, il y a des entraînements, il y a des nouveaux DJ qui sont là dans la salle et tout, qui mixent, qui s'entraînent, qui poussent le mouvement. Donc ça prend, il y a une énergie, mais je pense que c'est la question plus globale de vivre de la danse, en fait. Ouais. Moi, je pense qu'en Suisse, ce qui divise le peu de houseurs qu'on a, c'est qu'on a plus d'écoles de danse ou de battle que de soirées. Donc, c'est des endroits où on va se retrouver en compétition. C'est pas des endroits où on va partager notre passion pour la house, où on va se complimenter, on va passer un bon moment. On va se voir en battle, on va essayer de faire mieux que l'autre, ou alors on va être jugé. Et si on est dans une école de danse, peut-être qu'on va nous dire que la nôtre, elle n'est pas assez bien et que nos profs sont pas assez bien. Moi, en house, je suis autodidacte et par la suite, j'ai été formée par Khalif. Et par la suite, j'ai été coachée par Mamson. Et pendant longtemps, ce qui me frustrait, c'est qu'en hip-hop, dans mon école de danse, on voulait faire des guerres avec les autres écoles. Comment créer une communauté si les gens pensent que la danse, c'est une histoire de shine, en fait, de briller, de savoir qui est le meilleur. C'est pas ça le but, en fait. Donc moi, je comprenais pas pourquoi les écoles de danse nous prenaient la tête comme ça, pourquoi il y avait de la rivalité. Et puis je me disais que si quelqu'un était meilleur que moi, mais tant mieux, parce que la Suisse est déjà tellement petit, si on pouvait juste un peu avoir quelqu'un avec qui s'entraîner et qui peut nous inspirer. Parce que moi, je m'entraîne H24 avec mes élèves, et each one teach one, pour moi, c'est tout le monde apporte quelque chose à quelqu'un. Les gens qui m'ont le plus apporté, ce sont mes élèves. C'est pas mes profs. Et je trouve que c'est hyper important de le préciser et malheureusement en Suisse on n'a justement pas assez, c'est pas qu'on n'a pas, mais on n'a pas assez de moments de partage et du coup je trouve que les housers sont beaucoup trop divisés, s'entraînent pas assez ensemble. Ouais. On va faire un petit coucou à tous les Suisses qui nous écoutent. Ils savent. Ils savent. Bon, ouais, y a pas de souci. On n'a pas de soutien de l'ambassade de Suisse, ça va. Mais n'est mieux pas. On va continuer. Merci beaucoup Didier. Merci. Tu passes le micro à Roudia. Perla, elle reste avec nous. Et c'est Enrique qui nous rejoint maintenant.
pour cet avant-dernier binôme de la soirée. Rosa, c'est à toi. Avant de danser. Avant de danser, ouais. Pardon. Quand tu veux le routier. Ok. Alors, Enrique m'a dit pas mal de choses afin que je puisse le présenter. Et je pense que ce qui m'est le plus resté, c'est... Il m'a parlé de musique. Et j'étais là, je me dis, je vais chercher des mots pour le présenter. Mais en fait, la seule chose qui peut le présenter, c'est de le voir un peu bouger un petit peu. Et puis, comme ça, vous-même, vous verrez qui il est. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup, mais juste, il va juste nous dire qui il est en quelques secondes. Voilà, c'est le warm-up. Ah, bien, oui. Alors, la communauté suisse est représentée ce soir, puisque Enrique aussi vient de Suisse, vit à Paris, est venu à Paris pour danser, pour continuer de suivre son appel pour la house en particulier, pour la musique. Et aujourd'hui, tu m'as beaucoup parlé de ce qui te touche par rapport aussi au fait de retrouver l'esprit du clubbing, de retrouver ce rapport très fort avec la musique, la house, même la techno limite. Et voilà, c'est comme ça que je te présente. Yes, Voilà. c'est ça. Moi, je viens de Genève. Et ça fait 5 ans et demi que je suis à Paris maintenant. J'ai bougé de la Suisse parce qu'en fait, parce que j'avais besoin de recevoir plus. De recevoir plus par rapport à cette culture, par rapport à cette danse. Et je suis venu, je connaissais personne. Et je me suis dit, c'est quoi, va à Paris parce que, en fait, à ce qui paraît, à Paris, c'est chaud, quoi. Donc, du coup, je suis venu à Paris et avant ça, je regardais des vidéos sur YouTube et puis, du coup, je voyais, je voyais Didier, je voyais Rabat, plein de mes profs grands aujourd'hui que je regardais sur YouTube avant. Et je suis arrivé à Paris et je les ai rencontrés. Je les ai rencontrés dans un cadre de formation plutôt, du coup, pour Didier et pour Rabat, parce que du coup, j'ai fait la JW School en module. Et ces profs qui sont aujourd'hui, pour certains, mes grands, mes mentors, ils m'ont appris beaucoup de choses par rapport à cette culture. Des choses que je n'avais pas avant en Suisse, du coup. Et comme le club, en vrai de vrai, moi j'ai commencé à aller en club il y a seulement 2 ans, je pense. 3 ans max, tu vois. Parce que du coup, t'as ce truc où j'étais à la JD, tu sais, ce truc un peu très formaté, tout ça, école. Donc du coup, j'avais pas cette conscience, même ce temps aussi, en fait, d'aller en club. Et dès que j'ai fini l'école, du coup, je me sentais un peu plus libre. Et j'ai plus de temps aussi, surtout. Et du coup, j'ai commencé à aller en club. Et après, je dirais que c'est un peu banal, hein, mais je pense que le club
m'a vraiment libéré. Pas par rapport à ma danse, hein, pas forcément, mais par rapport à qui je suis aujourd'hui de ma vie, ça m'a vraiment libéré. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, que le club, ça libère ta danse. Mais moi, ça ne m'a pas libéré forcément ma danse, en fait, mais ça a libéré moi qui je suis et mon esprit, en fait. Donc, que ce soit club house ou club techno aussi, parce que je joue beaucoup en club techno aussi. Je kiffe la techno. Et voilà, c'est une musique électronique qui me fait vibrer, en fait, au final, parce que ça, en fait, la vibration, ce côté immersif, la répétition, c'est la répétition, c'est qui t'amène, c'est un état à un moment donné, tu sais, ça se répète et ça crée un truc en toi qui me met moi dans une transe, c'est à force. Alors, du coup, il y avait peut-être une ou deux choses qui vous tenaient à cœur de partager. Et on peut partir de ça. Alors, nous, avec Palin, on s'est dit, en fait, on parlait d'avoir un job non artistique, du coup, et être danseur. C'était ce truc-là de... Je viens de travailler à côté, en même temps, je suis danseur. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Qu'est-ce que je fais? Et moi, je sais que, personnellement, à côté, je travaille. Je suis éducateur spécialisé. Je travaille avec des enfants handicapés. Et en fait, ça ne m'empêche pas en fait, d'être à fond dans ce que je fais, dans cette culture. Ça ne m'empêche pas du tout de m'entraîner, au contraire. Donc, et je sais qu'en fait, il y a beaucoup d'amis à moi qui me disaient « Oui, mais Enrique, à un moment donné, voilà, il faut choisir, soit la danse, soit le travail, il faut faire le choix, il faut pas faire le choix, en fait. » Et en fait, je suis un humain, personnellement, qui arrive en fait à gérer les deux. Tu sais, à gérer les deux. Et puis voilà, toi, je sais pas ce que tu en penses, mais... Moi, j'ai eu plusieurs opinions par rapport au fait de travailler à côté de la danse. Quand je dis travailler, c'est travail non artistique, on va le préciser, parce que la danse, c'est aussi un travail. En fait, ce qui est compliqué où on vit, donc en Suisse, c'est que le statut d'intermittent n'existe pas. Donc ça, je le précise. Donc en Suisse, être danseur, c'est beaucoup plus compliqué qu'en France. Par rapport au fait qu'on n'est pas du tout considéré et que si on veut en vivre, il faut soit donner des cours de danse, soit être reconnu mondialement pour pouvoir voyager à l'étranger et en vivre chez nous. Sauf qu'évidemment, étant un pays où le SMIC est très 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 élevé, je ne vais pas demander plus d'argent qu'un danseur qui habite en France si je vais donner des stages en Italie ou n'importe où. On a à peu près les mêmes sommes, tout le monde, parce que c'est logique. Sauf que moi, quand je rentre en Suisse, est-ce que c'est suffisant pour en vivre? Non. Donc on doit jobber 2 fois plus. En gros, c'est ça. Si on veut travailler à l'international. Maintenant, si on veut rester en Suisse, il faut aussi avoir un nom. Parce que créer une école de danse requiert aussi d'avoir une clientèle. Et donc, du coup, on se retrouve pratiquement tous à avoir un job non artistique à côté. Et ça peut être un job qui, mentalement, nous fatigue beaucoup. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a 1 an et demi. Je suis de métier, je suis comptable et RH. Mais en fait, j'ai toujours travaillé à mi-temps. Donc, c'était soit des 50%, soit des 80%. En Suisse, un 100%, c'est à peu près entre 42 et 45 heures par semaine. Je ne sais pas si en France, c'est ça. Mais donc, un 80, c'est déjà beaucoup. Et je laissais toujours un pourcentage pour donner mes cours de danse, parce que pour moi, c'était important de continuer de transmettre en Suisse. Et tous les week-ends, je voyageais pour donner des stages ou juger des événements. Et en fait, il y a 1 an et demi, j'ai perdu mes cheveux. Voilà. Mes cheveux, ils arrivent là. C'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Je me suis réveillée un matin, j'avais un trou comme ça sur la tête. Et puis j'avais des plaques rouges et puis je voyais que j'allais pas bien. Puis je comprenais pas pourquoi, parce que le stress, en tant que danseur, on le vit quotidiennement. Donc on sait même pas c'est quoi le stress des fois. On fait un battle, on sait même pas qu'on est stressé des fois alors que oui. Donc j'ai pas remarqué que j'étais en train de trop stresser au travail, à la danse et partout où j'allais. Et puis dans l'état de santé dans lequel j'étais, je suis allée faire un battle et je me suis fait les ligaments croisés. Voilà, c'était il y a 1 an. Et là, je me suis dit, Perla, toute ta vie,
tu as dû faire en sorte de tout faire en même temps, tes études, le travail, la danse, mais en fait, c'est quoi le plus important? Et c'est pour ça que j'ai changé d'avis, et je pense que le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Voilà, quitte à galérer, je préfère danser. Ouais. Et sur la vie rêvée du danseur ou danseuse hip-hop international qui voyage partout dans le monde, qui est dans la compétition un jour, le lendemain ailleurs. Aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que ça reste un rêve? Est-ce que c'est quelque chose que tu déconstruis aussi? Est-ce que ça continue de te faire vibrer? Est-ce que c'est une aspiration de voyager partout dans le monde? Quand j'étais petite, si on me demandait quel était mon métier de rêve, je disais pas avocate ou médecin comme la plupart. Je disais danseuse ou prof de danse. C'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai commencé à donner des cours, j'avais 16 ans. Et moi j'avais déjà atteint mon objectif. Et tout le reste, c'était que du plus. C'était que des choses qui m'arrivaient et j'y croyais pas. La première fois qu'on m'a appelée pour donner des stages à l'étranger, j'avais 19 ans, alors que je venais à peine de commencer les battles à 19 ans. Et en fait, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Et à partir de là, tous les week-ends, j'étais invitée à l'étranger et je maîtrisais même pas, moi, bien encore ma house, qu'il fallait déjà que je la transmette et c'était beaucoup de choses à porter sur le dos. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prendre plus d'informations autour de moi. À chaque fois que mes collègues donnaient des stages, j'étais élève dans les stages de tout le monde. Je suis allée prendre des cours avec tout le monde. Et je me suis dit, en fait, il faut rester humble parce que ma mère, elle m'a toujours dit, il y aura toujours meilleur que toi. Donc, c'est mieux, tu te tais et tu fais. Par contre, en battle, je me laisse pas marcher sur les pieds. Parce que la place de la femme, elle est compliquée dans ce milieu-là. Peu importe ce qu'on dit, on nous voit souvent comme faibles, alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Et je voulais juste montrer une force. La force, c'est pas forcément... Chacun la montre comme il veut. Hein. Mais moi, je voulais montrer la force à travers mon énergie dans ma danse, un petit peu arrogante. Mais c'est faux, c'est fake. Je suis pas arrogante dans la vraie vie. Mais dans ma danse, je voulais avoir cet impact, parce que je voulais mettre une sorte de « Ok, non, stop. Nous aussi, on peut envoyer. » Voilà, en gros, c'était ça. Et je peux vous dire qu'elle a envoyé ça. Je me suis pété les genoux et tout. Ma question, elle tournait un peu autour de la vie rêvée du danseur hip-hop qui voyage aux quatre coins du monde, dans ses événementiels, dans ses stages, dans ses workshops. Est-ce qu'aujourd'hui, ça te fait rêver? Est-ce que ça te fait vibrer? Oui, ça me fait rêver. Et je pense que ouais, c'est ce que je veux. Voyager avec la danse. Je voudrais plus tard transmettre. Mais tranquille, j'ai le temps. Je suis pas pressé. Là, le truc que je voudrais le plus, c'est plus voyager afin de continuer à apprendre. Rencontrer des gens, tout ça, parce que du coup, voilà, dans les peu de voyages que j'ai fait, les gens m'ont inspiré, j'ai inspiré les gens, et je pense que je voudrais continuer dans ce chemin-là. Et je pense qu'en tant que danseur, c'est très important, je pense, d'y aller en fait, tu sais, d'enlever ta fierté de côté, tout ça, et puis et d'y aller, tu sais, d'accepter de prendre de l'autre, tu sais. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent, tu sais, à aller à l'étranger, puis et dire oui, mais moi je viens de Paris, ouais c'est bon, je suis trop fort, je fais ci, ça, en cypher. En fait, c'est bien aussi d'aller à l'étranger, puis tu dis, ah, mais en fait, je viens de Paris, tu sais, dans une ville où il y a tout, d'accord, ok,
y a plein de profs, il y a plein de cours, etc. Mais vas-y, je suis là en fait parce que je voudrais aussi en fait apprendre devant en fait. Et moi, c'est vraiment ça ma démarche en fait, c'est de voyager et puis d'apprendre. Puis voilà, après, plus tard, transmettre. Mais comme j'ai dit avant, transmettre tranquille, parce que tranquille. J'ai le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Roudia, tu peux prendre les gens de là-bas. On peut encore remercier Roudia. Merci beaucoup. Roudia Touré. Et Perla, c'est toi qui restes pour accueillir la dernière invitée de ce soir, Anaïs. À toi pour ce dernier binôme. Il nous reste un quart d'heure, les amis. Quand tu veux. Alors moi, je vous présente Anaïs, danseuse professionnelle et maman. Elle fait partie du groupe Paradoxal, que vous connaissez sûrement tous. Un groupe de femmes fortes, qu'on appelle les Queens, du coup. On a des points communs avec Anaïs, alors qu'on ne se connaît pas trop. Mais on fait partie, en fait, d'une famille, où le Wanted Posse, Serial Sleepers, Paradoxal. Tout ça, c'est lié. C'est des personnes qui nous ont énormément apporté. C'est grâce à elles aussi qu'on en est là aujourd'hui, la plupart. Et on est aussi là pour les honorer. Et ce qui est magnifique chez Anaïs, c'est qu'à côté du fait qu'elle aime beaucoup transmettre, elle aime bien aussi switcher entre ok, hier je peux faire un battle où il y a plein de gens, c'est mainstream, c'est un truc de fou. Et le lendemain, elle donne des petits ateliers en prison pour aider des personnes qui ont envie de revenir en fait dans une vie normale. Et je trouve ça hyper puissant. Ma sœur, elle est gardienne de prison, donc ça m'a touchée, parce que du coup, on a encore un point commun du coup. Et voilà, elle a fait des études de sciences sport, c'est ça, qui lui a permis de pouvoir faire une sorte de parallèle entre le mouvement, le corps, le sport, la danse. Voilà. Je vous laisse avec eux. Alors avec Anaïs, on se posait la question de formation ou pas. Est-ce que faire une formation dans une école fait de toi forcément un très bon danseur face à une personne qui n'a pas fait de formation? Voilà, hein. Ouais, c'était ça la question. Et parce que du coup, là on est deux cas. Bon, moi du coup j'ai fait une formation à l'âge de Boot School et Anaïs n'a pas fait de formation, mais a eu des grands avec qui elle s'est entraînée, etc. Mais est-ce que ça me rend plus fort que toi ou inversement? Ouais, du coup, on en a parlé parce qu'on se pose aussi des questions, parce que quand tu as un parcours, tu te poses des questions sur l'autre parcours et inversement. Et du coup, je vais commencer par mon parcours. J'ai commencé à l'adolescence et moi, c'était vraiment en termes de géographiquement où tu habites, ça va donner ton groupe, ta famille. Donc moi, typiquement, j'ai grandi dans le 92 Sud. Donc moi, mes profs, grands frères, animateurs au centre aéré, parce que c'était ça aussi, maison de quartier, tout ça, en fait, c'était des gens de chez moi. Donc que ce soit Christian, Barou, c'était et mes animateurs au centre aéré et ceux qui me donnaient en danse. Et du coup, je suis restée dans la même famille. Donc depuis petite, et puis j'ai pas bougé aussi, géographiquement. Et donc je suis vraiment avec cette famille. Ensuite, ça a découlé avec Baba et tout. Et je me souviens, plus jeune, j'entendais déjà l'école de Tony Mascotte. Mais je savais pas trop comment ça fonctionnait. Parce que pour moi, la danse, je dansais. J'avais pas forcément pour ambition d'être danseuse. Moi, je dansais parce que dans mon quartier, on dansait. Ton quartier t'amène à tel autre quartier et tel grand t'amène à tel grand. Et puis, tu peux voyager. Donc, let's go. Et donc, grâce à ça, j'ai voyagé très jeune, justement à New York et tout, parce que, moi, mes grands frères, ils allaient à New York. Donc, dès l'âge de 14 ans, quasiment tous les ans, je suis partie à New York. Donc, voilà, pour moi, la danse, c'était comme manger, comme marcher. Et je me posais pas la question de pourquoi je dansais ou est-ce que je voulais être danseuse. Je dansais
Et du coup, j'ai vraiment eu ce truc-là d'avoir des grands frères qui te donnaient, qui t'éduquaient aussi dans la vie de tous les jours. Enfin, je me souviens typiquement un truc d'éducation hors danse. Barou nous disait tout le temps, quand tu rentres dans une salle, tu dis bonjour à tout le monde. Mes parents m'ont dit aussi, mais dans ce contexte danse, mes parents n'allaient pas le faire. Donc c'était la suite en fait. Il y avait l'éducation à la maison, les frères et sœurs, les darons, les tantes, tout ça. Et puis il y avait l'éducation dans la danse. Donc moi j'ai grandi comme ça et j'entendais parler donc de cette école. Mais à l'époque, il n'y avait que ça, enfin en tout cas à ma connaissance. Donc du coup, j'ai jamais pensé à faire une école de danse. Et je m'entraînais. Et avec le recul, je me dis, mais moi, par exemple, celui qui m'a vraiment formé en house, c'est Baba. J'ai jamais lâché un centime. J'ai jamais donné une pièce en termes d'argent à Baba. Et du coup, c'est vrai que quand les écoles ont commencé un peu à émerger, je me suis posé la question, j'ai jugé. En vrai, j'ai jugé un peu en mon fort intérieur. Et je me suis demandé si ça allait marcher. Pas le business, parce que c'est un business, donc forcément ça marche. Et puis il y avait des preuves de qualité. Mais plus, est-ce qu'on allait garder l'authenticité? Est-ce que genre, dans une école, tu peux retrouver ce que tu as dans ta famille, chez toi? Et du coup, c'est vrai que je me suis demandé, typiquement, je pense à la JD, je me suis demandé, je voyais que les cours étaient de qualité parce que moi, je squattais. J'allais au cours des Baba, je regardais, je voyais que c'était de qualité, mais je me demandais pour ceux qui recevaient, plutôt. Pas pour les profs, j'avais pas aucun doute, mais plus pour les élèves. Je me demandais si on n'était pas en train de former des élèves à vie, des gens qui restent dans ce truc, en fait. Et j'ai vu très vite que non. Parce que dans mon groupe, du coup, dans Paradoxal, il y avait Sarah NH, qui était, je pense, la première génération JD. Et j'ai vu, après, très vite que ça a formé des super danseurs. Mais j'avais quand même ce truc de, moi, quasiment tous mes autres exemples, c'est des gens qui ne sont pas passés par des formations. Donc, est-ce que c'est juste des personnes qui pop-up Justement, je me demandais comment ça se passait. Et je me suis aussi demandé, est-ce que moi, j'aurais pas été meilleure si j'avais fait une école de danse ou est-ce que j'aurais pas été éparpillée à faire tous les styles? Et j'ai fait une école de danse un peu plus tard, mais j'étais déjà assez vieille. J'ai fait l'AID, mais c'était plus dans les danses académiques. Mais c'est vrai que pour le hip-hop, je voyais tellement le truc un peu, peut-être old school, un peu à l'ancienne, de genre non, pour l'authenticité. En fait, tu danses cette danse parce qu'en fait, c'est ton héritage de telle personne, parce qu'en fait, tu as appris avec telle personne, parce qu'en fait, tu as grandi à tel endroit. Donc c'est un peu une vision old school. Donc c'est vrai que je me suis demandé, et du coup je demandais à Enrique, déjà c'est comment la vie dans une école hip-hop, déjà de faire plein de styles du hip-hop. Parce que nous en fait tu choisissais et tu faisais enfin en tout cas pour ma part, tu faisais le style que ton grand faisait. Et du coup là c'est un truc où tu as tous les styles, tu as beaucoup de styles, tu fais ça du matin au soir. Du coup je me demandais en fait comment lui l'avait vécu. Après, moi, j'ai pas fait tous les styles. Moi, j'avais fait que ce hip-hop. Après, c'était un choix parce que je voulais pas forcément faire tous les styles parce que je voulais avoir cette liberté puis ce temps de pouvoir m'entraîner aussi à l'extérieur et de travailler pour avoir l'argent aussi, pour pouvoir vivre. Mais du peu de temps que j'ai fait là-bas, c'est vrai que faire une école de danse, enfin moi en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça a beaucoup nettoyé ma danse au niveau pratique, au niveau théorique aussi. Ça m'a beaucoup appris des trucs. Mais je dirais que mentalement, ça m'a un peu, pas détruit, mais ça m'a mis à bas parce que tu sais, le fait de danser, toi en tant qu'humain, tu danses et t'es noté, qu'on te note avec des chiffres, tu vois. Après, évidemment, c'était un choix de ma part, hein, j'ai voulu aller, tu vois. Mais en vrai, c'est dur parce que t'as un 2 au lieu d'avoir un 6, et, genre, c'est qu'un chiffre, tu vois. Mais genre, moi, je sais que ça me mettait bas de ouf, en fait, tu vois. Et du coup, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais moi, je suis super sensible, tu vois.
Et du coup, le fait qu'on me dise oui, mais ça, c'était pas très bien, et tout ça, et puis t'as un 2, nanana, bah, en fait, bah, ça me mettait mal, en fait. Et, et, je, et je connais des gens, il y a des amis à moi qui aujourd'hui ne dansent plus, ils ont paix et tout ça, les 3 ans, etc. En fait, ils dansent plus parce qu'en fait, bah, ils sont détruits mentalement. Et aussi parce qu'en fait, bah, tu sais, quand tu sors d'une école, bah, en fait, tu as envie de trouver un job bah, juste après, tu sais. Puis bah, ça prend du temps. Et du coup, il y en a plein qui lâchent, en fait. Et puis, bah, j'ai quelques potes à moi bah, qui dansent plus, en fait. Qui dansent plus. Et puis, et à travers ça, bah, en fait, bah, ça m'a fait mal pour eux. Et ça m'a beaucoup remis en question, en fait, tu sais, par rapport à la danse, tu vois. Et justement, bah, ça revient à la question d'après, c'est ce coup de danser juste comme ça, tu sais, sans arrière-pensée, tu sais, et puis de recevoir quelque chose, tu sais, qui vient à toi, un projet, tu sais, un truc, ah ouais, putain, trop stylé, et puis de danser en mode, là, demain, il faut que je trouve un truc et tout ça, il faut que je trouve un truc, il faut que je trouve un casting, il faut que j'ai de l'argent, etc., tu vois. Et voilà, toi, t'en penses quoi de ces deux aspects qu'on a parlé justement de... Tu sais, tu danses et tu regardes, tu sais, tu danses, tu sais, puis tu vois ce qui vient, tu sais, après, tu sais, et tu danses en mode, vas-y, en fait, là, c'est chaud quand j'ai besoin de thunes. Ouais, ben, moi je l'ai vécu. Du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis parce que quand je vois du coup les gens qui vont dans une école, et je me dis, ok, eux, ils sont déter. Ça veut dire qu'ils ont un plan de vie, un projet de vie. Je fais une école, je veux avoir un diplôme et s'ensuit du taf. Ça paraît être logique. Après, il y a peut-être d'autres schémas. Et du coup, c'est admirable en fait. Et quand je vois, en tout cas plus jeune, quand je voyais des gens comme ça, je me disais, waouh, ils savent ce qu'ils veulent. Et moi, pas du tout, pendant très longtemps. Donc, je me suis décidée très tard à être danseuse. Et pourtant, je danse depuis longtemps. Et donc, du coup, j'ai plus vécu le truc en mode, je danse. Ensuite, à 18 ans, quand mon premier groupe s'est arrêté, parce que certains ont fait des études, d'autres se sont mis à fond dans la religion, d'autres sont partis justement à l'étranger pour vraiment se professionnaliser. Moi, je me suis retrouvée là en mode, ok, donc j'ai fait mes études. Et la danse est revenue à moi. Parce que justement, mon entourage de danse était aussi mon entourage de la vie de tous les jours. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne quitte pas. Je dansais pas et j'étais en résidence avec Sarah Steppers. Alors que je dansais plus. Et du coup, j'étais là, j'avais toujours de la danse autour de moi. Et donc moi, j'étais en mode... il y a un jour où j'ai eu un déclic justement où je faisais mes études et je me suis dit, là, tu es en train de faire des études. Et j'ai beaucoup aimé mes études, hein, je tiens à dire, STAPS au top. Mais je me suis dit, tu fais des études pour faire des études, vas-y, tu t'es déjà dans Paradoxal. On gagnait pas vraiment d'argent à ce moment-là, hein, mais danse. Mais je me suis décidée tard et je pensais même d'ailleurs ne jamais être danseuse parce qu'aussi, je connaissais pas trop le système de l'intermittence. Je l'ai vraiment connu au moment où je le suis devenue. Et je sais pas, personne n'arrivait trop à m'expliquer en quoi ça consistait. Et puis moi, mes grands frères, à ce moment-là, n'étaient pas intermittents. Enfin, ils l'avaient été, mais à ce moment, pour certains, pas tous, mais à ce moment-là, non. Donc moi, j'étais en mode, bon, je danse et puis on verra, quoi. Et après, c'est vrai que pour moi, c'est une grâce. Tout s'est enchaîné. J'ai décidé d'être danseuse. Enfin, tout s'est enchaîné, non. J'ai quand même eu un épisode compliqué. J'ai décidé d'être danseuse en mai 2016, début mai, et fin mai, j'ai eu des gros soucis de santé qui ont tout remis en question. Et bizarrement, donc j'ai passé des mois à l'hôpital, et bizarrement, moi qui voulais pas être danseuse de toute ma vie, toute mon enfance, là, quand les médecins me parlaient de penser à un plan B, moi j'ai dit, il n'y a pas de plan B, c'est juste la danse. Donc je suis passée du tout au tout, en fait. Je veux pas être danseuse, et quand je l'annonce à ma mère, elle est choquée. Là, en fait, il y a moyen que tu puisses plus l'être. Et du coup, j'étais en mode, ah non, mais si, en fait. Et en plus, j'ai vu une tonne de médecins. Et donc, chaque médecin a son avis. Donc, tu as des avis différents à l'infini tous les jours. Et
J'avais de tout. J'avais des médecins qui me disaient non, il va falloir adapter. J'avais des médecins qui me disaient non, non, finis la danse. Et moi, du coup, avec tous ces avis, au bout d'un moment, je dis en fait, moi, je sais, vous, bon, c'est bien, j'entends, hein, mais moi, je sais en fait. Et donc, du coup, c'est là où je me suis décidée et je me suis jetée. Et bah, la grâce, la bénédiction que j'ai eue, c'est que j'étais très bien entourée. Mais je pense que du coup, le fait de ne pas avoir dansé pour vouloir être danseuse m'a épargné bien des pressions, en fait. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais je pense que c'est une pression énorme. Mais de toute façon, tu vas nous dire comment toi, tu l'as vécu. Mais c'est vrai que moi, c'est comme si les choses me tombaient dessus et j'ai juste accueilli. Et c'est avec le recul maintenant que je me dis, enfin avec le peu de recul que j'ai, parce que je ne suis pas non plus vieille, mais je me dis, ok, genre en fait c'était vraiment ce que tu devais faire, parce que tout s'est enchaîné pour toi. Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas ce plan dans la tête, ligne droite, pas du tout. Et du coup, je me dis que vous êtes tous ensemble en plus, dans ce même mindset. Bien que vous soyez des individualités, avec des histoires différentes et tout, mais au final, vous êtes tous ensemble dans une école et vous voulez, c'est ça le but, c'est ça le Saint Graal. Vous avez tous à peu près le même Saint Graal et du coup, je me demandais comment on vit ça, quoi. Vas-y, Enrique. Est-ce que c'est ligne droite aussi pour toi et ce sera la conclusion quelque part de ce binôme? Ligne droite ou pas là? Ouais, ligne droite. Ouais. Merci beaucoup, c'était Enrique. Vas-y. Bah, moi, je pense que déjà, quand je suis arrivé à la JD module, en fait, c'était simplement en fait, pour apprendre. En fait. J'ai pas de but de oui, je dois devenir danseur, je dois faire ci, je dois faire ça. Et par rapport à mon histoire, en fait, déjà, en fait, le fait d'avoir un travail à côté, tu sais, ça s'enlève des pressions de ouf. Et du coup, genre, quand je m'entraîne, je suis vraiment à fond. Quand je voyage, je profite vraiment de où je suis, avec qui je suis. Et du coup, en fait, le fait de ne pas être que dans ça, en fait, je sais que ça m'aide beaucoup. Et en vrai, je sais pas si... En vrai, je sais pas si j'aurais été le danseur que je suis aujourd'hui, si j'avais que ça en fait. Je pense pas du tout. Je pense que j'aurais été frustré. Ouais, je pense que j'aurais été frustré. Et moi, en vrai, dans ma vie, j'aime bien le confort, tu sais. Et le fait Ah, c'est vrai. Et le fait de chercher plein de plans, tu sais, juste parce que tu as une thune ou genre, tu sais, tu fais des plans que tu n'apprécies pas, tu sais. En fait, ça me dérange. Donc, du coup, je dirais que je ne suis pas non plus dans le cas, tu sais, la personne qui a fait la formation complète, etc. Donc, voilà. Hein. Ouais. Ouais, je dirais qu'avoir deux pieds, ça m'aide. Ça m'aide de Ça a enlevé des pressions que tu aurais pu avoir si tu n'avais que la tête dedans. Ouais. Après, les frustrations, ça fait partie de tout le monde, hein, peu importe le parcours. Ok. Ouais, ça m'aide beaucoup. Et si je peux rajouter, il y avait quelque chose que tu m'avais partagé, parce que tu disais que tu étais éducateur spécialisé, et ça m'avait beaucoup touché. Tu me disais que ça créait aussi un équilibre aussi par rapport à ta danse. Ça te permettait de pas toujours partir justement dans des tripes, d'ego trip ou de requêtes de gloire. Parce que quand tu voyais du coup les personnes avec qui tu travailles, que tu accompagnes du coup en tant qu'éducateur spécialisé, donc des enfants handicapés, et que tu les voyais danser, ils avaient une spontanéité qui te gardait vraiment dans... c'est ça l'essence de la danse en fait. Et je me souviens que tu m'avais partagé ça et ça m'avait beaucoup touché. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, quand je suis avec eux, tu sais, des fois on met la musique, tu sais, puis on danse ensemble, tu sais, et des fois je suis en bac en arrière, tu sais, puis je regarde en train de danser, tu sais, et je me dis en fait, genre, j'aimerais tellement avoir cette liberté-là, en fait, tu sais, parce que du coup, il danse sans réfléchir, sans regarder à qui est à côté de lui, et tout ça. Et puis moi, en fait, en tant qu'humain, quand je travaille avec ces enfants, ça m'inspire beaucoup.
ça m'inspire beaucoup. Et puis, j'aimerais tellement avoir cette liberté de, vas-y, je danse en fait et je fais ce que je veux en fait. Je danse parce que je suis Enrique en fait. Tu sais. Et c'est vrai que moi en fait, bah, quand je danse, bah, j'ai tendance à regarder qui me calcule, etc. Et ces enfants, ils m'inspirent beaucoup. Et puis aussi, en fait, le fait de danser, bah, pour moi, c'est une grâce, en fait. Parce que il y en a plein, en fait, s'ils dansent, enfin, s'ils marchent pas, ils parlent pas, c'est un peu compliqué pour eux, tu sais. Et nous, vas-y, j'arrive pas à faire un chase ou un farmer, ah, c'est compliqué, et puis du coup, ça me prend la tête de ouf, etc. Et vraiment, à chaque fois que je suis avec eux, et après, je vais m'entraîner, je sens que mon training il est tellement différent. Et quand je vais en club, bah, je suis tellement différent. Et limite, des fois, quand je suis en club, je pense à eux, je pense à comment ils dansent. Mais ouais, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup de travailler avec ces personnes avec une déficience intellectuelle. Ouais. Each one, teach one. Sandrine, on est à fond dedans. Each one, Ouais. teach one. Vraiment. Ouais. Ah là, oui, pour le coup. Bravo. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup Anaïs, Enrique. On peut aussi applaudir Roudia, Didier Firmin, Perla était avec nous pour ce talk. On a beaucoup parlé de danse, mais peut-être on peut danser aussi. Ouais. Et inviter tout le monde aussi, non? C'était ça l'idée de la fin de la soirée. Tous ceux qui sont fatigués, levez-vous. Le temps d'enlever les fauteuils et surtout, DJ Mavi, c'est quand tu veux, non? C'est ça? C'est parti. Carrément, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci à tous.